quel week-end incroyable on vient de vivre. Premier week-end de Laurent Mekies à la tête de Red Bull Racing. D'ailleurs, Lolo, de toi à moi, tu es français, je suis français, j'aime bien Red Bull Racing, tu es patron. Par un gêne truc, tu me fais venir, moi je filme. C'était la fin aussi pour l'instant de l'arc Verstappen fait merveilleux. Oh putain, moi qui pleure de rire. Et on s'est encore posé la sempiternelle question, est-ce que c'est dit qu'on doit courir sous la pluie ou pas? Encore un week-end qui n'a pas brillé par son action sur la piste, mais plus par ce qui se passait autour. Bref, je suis Clippy da Clip, ça c'est du Oli Energy, skip pas. C'est pas une intégration, c'est juste un call to action. Vous pouvez soutenir la chaîne juste en utilisant les liens dans la description ou juste utiliser le code Clippy quand vous achetez des trucs sur le site Oli Energy, vous avez 10% de réduc et ça soutient la chaîne puisque nous on touche une commission là-dessus. Et là on en a besoin, actuellement faut qu'on paye le merdier pour le studio là. Petit rappel, parce que je sais que vous avez déjà oublié, à la rentrée, les miniatures changent de code couleur. Jusque-là, vous aviez toujours la cicatrice, c'est une représentation stylisée d'une cicatrice, faites pas chier, en rouge pour absolument toutes les vidéos, avec un fond désaturé et le sujet en sursaturé. C'est une bonne manière de vous faire comprendre que ça, c'est une vidéo à moi. Mais il y en a parmi vous qui font du tri sélectif, que je suis une poubelle apparemment, et qui regardent que les Lecars, ou qui regardent que les Garage Talks, ou qui regardent que les vidéos Sim Racing, les deux que vous êtes sur la chaîne. Donc à partir de la rentrée, les Garage Talks ont la cicatrice en jaune, les Lecars gardent la cicatrice en rouge, et tout ce qui est hors série, Sim Racing, bref, qui n'a pas d'appartenance à mon contenu habituel, sera avec une coche bleue. Voilà, comme vous venez de voir les exemples à l'écran. Faudra que j'en fasse des stories Instagram aussi et tout. Mais vous en faites pas, je vais vous le rappeler suffisamment. Bon, premier week-end pour Red Bull Racing sans leur patron de toujours, Christian Horner, pour ceux qui sont pas dans la boucle ou qui n'ont pas vu la vidéo précédente. Horner s'est fait mettre à l'ombre de son rôle de team principal, et c'est important d'apporter cette nuance-là parce que je crois pas l'avoir fait sur la vidéo où j'en parlais initialement. Il a pas été viré de Red Bull Racing l'entité, en fait il a son doigt dans trop de pots de confiture, ou ses phalanges dans trop de DN Wassab, dis ça comme tu veux. Il exerce juste plus en tant que team principal. Moi je serais peut-être parti à sa place, et c'est vrai que le chèque c'est un peu comme si je renonçais à mes chèques Oli Energy. Je t'ai bien niqué, code Clippy pour 10% de réduction. Parce que forcément il y en a un parmi vous casque. Oh, je skip quand même. C'est donc Laurent Mekies qui a pris sa place, l'ancien team principal de Vicarb, qui a été remplacé par Alan Permain, et son absence à Christian Horner a été saluée par un certain nombre de gens dans le paddock, que ce soit des acteurs de ce dernier, d'autres teams principales qui déjà pensent à Horner avec un peu de nostalgie, la larmichette, ou carrément l'équipe Red Bull Racing qui était, on va dire, un petit peu morose en début de week-end, mais t'inquiète pas, Helmut Marko a la solution et a juste demandé au staff de sourire un peu plus. C'est pas une vanne, c'est vrai, il a juste demandé ça. Boog est un méchant de cartoon, c'est juste, vous êtes pas content? Bon bah les couilles, souriez. Et alors que les journalistes allaient de bon cœur à demander ça et là ce que les gens pensent du départ d'Horner, etc., on a Nico, j'ai battu Lewis Hamilton à machinerie égale, Rosberg, c'est son nom complet, il a fait changer son état civil en 2016. Lui est allé demander, avec Martin Brundle de la Sky, évidemment le British Bias Magazine, allait demander à Jos Verstappen directement ce qu'il en pensait. Et c'était une conversation lunaire que je vous propose en intégralité sous-titrée. Jos, last year you said Horner needs to go because you said Horner needs to go last year because he's going to destroy the team. A year ago. No. It's different. I have nothing to say, so it's fine. Now you're quiet. Pour ceux qui l'ont pas, Jos Verstappen faisait partie des gens très vocaux, très critiques à l'égard de Horner l'année dernière. Bon, Spa c'est un circuit que les gens adorent, un peu comme Suzuka, mais à l'instar de Suzuka, Spa c'est aussi un week-end un peu émouvant, un peu triste. Beaucoup d'hommages à Antoine tout du long du week-end, Pierre Gasly qui a organisé un run, un peu de petite course de fond en son honneur, et la famille Hubert qui avait évidemment été invitée par Pierre Gasly lui-même de son côté du garage chez Alpine, avec évidemment le dépôt d'une gerbe de fleurs à l'endroit exact où Antoine a perdu la vie. Touchant, mais un énième rappel que ce sport est extrêmement dangereux, pile à l'heure, pour un énième débat sur est-ce qu'on doit conduire sous la pluie ou pas. Truc qu'on abordera en dernier tiers de la vidéo. Bon, sportivement, sinon, on va faire vite, parce que c'est pas un week-end review et parce qu'on s'est fait chier aussi. Verstappen a remporté le sprint samedi avec un seul move, un dépassement au freinage des combes. Voilà. C'était bien, La Red Bull était moins chargée aérodynamiquement et n'a jamais été inquiétée par les McLaren derrière, si ce n'est une fois où Verstappen est allé
un petit peu loin sur un freinage et où Piastri était il était pas loin. Et la ligne droite, elle faisait 200 mètres de plus, il te le mangeait. Hein. Et bien en qualif chez Red Bull, on n'a pas voulu tenter le diable une seconde fois. On a fait l'exact inverse de ce qu'on a fait à Silverstone, c'est-à-dire qu'on n'a pas chargé un package low downforce, mais qu'au contraire, on a prévu pour la course qui était annoncée comme étant humide à ce moment-là. Pole position pour Lando Norris. Une pole qu'il avait toutes les cartes en main pour conserver et transformer. Un départ sur sol humide mais retardé, puis ensuite sous safety car. La certitude de conserver la P1 au premier virage, mais absolument aucune certitude pour le freinage des combes, où il s'est fait verstappener, mais cette fois-ci par Piastri. Donc, plasterized. Ça marche parce que to plaster en anglais, c'est faire le plâtre des murs. C'est pas grave. En vrai, ça marche pas parce qu'il l'a passé avant le freinage, mais t'inquiète. L'Australien va s'imposer, casser le momentum que son équipier était en train de construire et finir le week-end avec 16 points d'écart entre deux. Et tristement, parce qu'à mon humble avis, Norris avait tout pour gagner. Même en étant derrière Piastri après son pit stop, même si le pit stop a pris un petit peu plus long que nécessaire, il était sur une stratégie qui était largement plus viable, la stratégie privilégiée finalement pour l'équipe. À savoir qu'il était en pneu dur, qu'il allait pouvoir donc taper dans sa gomme et attaquer jusqu'à la fin de la course, là où Oscar a dû gérer ses médiums. Après bon, quand on parle de gestion des gommes et de McLaren, on sait ils sont OP dans ce domaine-là, que ce soit sur les médiums ou sur les durs. Mais sur les durs, il y avait encore moins de raisons du coup d'avoir des problèmes. Mais une erreur à Pouhon et une réaccélération calamiteuse à la sortie de la source, Bro a cru qu'il avait le traction control, ont privé Lando Norris de ne serait-ce que pouvoir mettre de la pression sur son équipier. Ça fait beaucoup d'erreurs, ça fait trop d'erreurs, au point où des gens sur internet commencent à dire que si Lando parvenait miraculeusement à choper le titre, ça ferait de lui le champion du monde le moins digne de tous les temps. Et à ces gens-là, je dis, ouais, ça se voit, vous savez pas c'est qui Keke Rosberg, vous, hein. Je vous jure qu'il est autrement plus clownesque que Lando, parce qu'il a fallu que ses rivaux au championnat soient soit morts ou grièvement blessés pour devenir champion du monde, ce qui était même pas garanti en plus, c'est fait à la dernière course. Bon, le Briton a encore l'opportunité d'inverser la vapeur, puisque là cette semaine on va au Hungaroring, un circuit qu'il a souvent bien servi. Bref, encore un GP où on s'est bien fait chier malgré le sprint, donc peut-être que la FIA devrait tirer des conclusions de ça, parce que c'était quand même bien avare en dépassement, si ce n'est pour Lewis Hamilton qui a tabassé le midfield au volant d'une Ferrari, et genre les commentateurs sur F1 TV, la Sky, tout ça a été dithyrambique, hein, genre Lewis Hamilton is schooling the midfield dans une voiture de top team. Je sais que pour l'instant son temps chez Ferrari n'est pas tout rose, tout rouge, mais écoutez-moi bien, ça pourrait être bien pire. Vous voyez ce mème, à chaque fois qu'il y a une parution journalistique ou je sais pas quoi, qui sort une stat affolante de couillonnis, genre les Français ont en moyenne 7000 € sur leur compte en banque en tout temps. Et il y a toujours quelqu'un dans les commentaires qui met un mème où il y a une noix qui pourchasse un mec, et il y a écrit et la médiane enculé de statisticien de merde. Vous voyez de quel mème je parle? Et ben là, moi je suis loi, et le mec qui court, c'est toutes les soi-disant parutions sportives sur Twitter, tous les soi-disant leakers de merde qui disaient c'est signé, Verstappen il est chez Mercedes, ils vont l'annoncer à Spa. Elle est où l'annonce? Elle est où ta signature enculée de tweetos de merde? Toutes les parutions qui ont feed la rumeur autour de Max, tous ces tags, tous ces DM, ces 3 semaines où j'ai pas pu me la couler douce parce qu'il y avait toujours un connard sur mon épaule pour me dire t'as vu, il va signer. T'as vu, il va signer. Tout ça pour qu'on arrive, jeudi, vendredi, à Spa-Francorchamps, et qu'on entende Wolff rassurant vis-à-vis de la place de Kimi et de George Russell au sein de l'écurie. Tout ça pour qu'on entende Verstappen éluder la question en mode ouais, je pourrais très bien aussi canner demain et donc ne conduire pour personne. Tout ça qui a été mis à feu par Flight Radar 24. Pas une vanne. Alors si vous êtes un mordu de navigation, que ce soit civil ou militaire, vous connaissez sûrement Flight Radar 24. C'est un site et très certainement une application aussi qui vous permettent de suivre tous les vols du monde. Enfin, tous les vols du monde, on s'entend. Tant que c'est pas un vol qui a été masqué par l'utilisateur, tant que c'est pas un vol militaire, ou tant que c'est pas un vol que le gouvernement juge comme sensible et demande donc de passer de ce genre de truc, tant que c'est pas aussi un jet privé enregistré avec anonymisation, bref, absolument tous les vols du monde. Il se trouve du coup qu'on peut suivre le jet privé de Max sur Flight Radar 24, ou si vous avez la flemme de le stalker 100% du temps, vous pouvez vous abonner à un compte Twitter qui est automatisé et qui vous informera des mouvements du Falcon 9X, je crois que c'est un Falcon 9X, de notre très cher Hollandais volant. Marrant parce qu'il est hollandais et qui... Non, il est néerlandais, il est pas de la province de Hollande. Merde. Mais il se trouve qu'un beau jour où ce très cher Toto Wolff chillait en Sardaigne, ou en tout cas son yacht chillait dans un port en Sardaigne, et ben le jet de Max Verstappen, lui, il est direction la Sardaigne, lui aussi. Où
Ouvrons donc les spéculations. Oui, ça y est, il est parti signer le contrat avec Toto. Ça ou alors, il était à la nif de Sofia Vergara qui célébrait ses 53 ans le même jour. Je dis ça, c'est tout aussi valide, hein, vu le peu d'informations qu'on avait. Et même moi, hein, face à ce flight path, j'étais dans le doute. Est-ce qu'il est parti pour signer? D'autant plus qu'il n'est pas resté très longtemps, tu vois. C'était largement assez pour d'abord l'accolade, tape dans le dos, signature, il paf, prend ça dans ta gueule. Et je me suis rappelé que Verstappen est multimillionnaire et que si ça le branche de prendre son Falcon 9 pour aller en Sardaigne juste pour aller au resto, c'est un truc qu'il peut faire. Mais jusqu'à l'heure, rien par rapport à la signature. Apparemment aussi, selon des sources un peu plus tangible que Jean Rodrigo sur Twitter. J'ai absolument pas trouvé de nom de compte parodique dans ma tête, là, putain, c'est nul. À l'heure actuelle, la clause performance du contrat de Verstappen ne pourrait pas être utilisée pour le libérer d'un contrat pour l'année prochaine. Attention, c'est un phrasé précis, libérer d'un contrat pour l'année prochaine. Peut-être que ça le libère pour 2027, on n'en sait rien, parce qu'encore une fois, on n'a pas le contrat sous les yeux. Et encore, quand je dis ça, c'est en me basant sur ce qui a été rapporté. Et en vrai, il y a grave moyen qu'il soit allé discuter, buller avec Toto sur son yacht en Sardaigne, juste pour poser une option sur 2027. Bon, je l'avais déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais je sais que vous regardez pas tout, donc je vais vaguement en reparler ici. Mais à mon humble avis, il n'y a pas de sens, là, maintenant, tout de suite, pour le clan Verstappen de vouloir signer ailleurs, alors qu'on vient de voir notre opposant politique numéro 1 être évincé de son poste, à savoir Christian Horner. Et peut-être que toutes les rumeurs qui voyaient Max chez Mercedes de base n'étaient qu'un levier politique extrême pour foutre Horner à la porte. Mais en vrai, utiliser Mercedes comme levier politique, soit, mais aussi s'assurer un baquet 2027 s'il se trouve que la voiture chez Red Bull en 2026 pue la merde et que les upgrades vont pas dans le bon sens pour 2027, ça c'est du big brain move. Garder l'option pour 2027, c'est vachement plus intelligent que de prendre le pari maintenant et se jeter pieds et poings liés chez Mercedes sur un contrat de 3 ou 4 ans. Donc Verstappen, à part perdre une année, et oui, effectivement, ce serait frustrant, mais il ferait pas de mal à son stock, à sa valeur, après une mauvaise saison chez Red Bull, si la Red Bull est mal née. Il reste quadruple champion du monde, l'aura qu'il a autour de lui, les intérêts marketing sont nettement plus grands qu'Antonelli ou Russell. Et ça, même si Russell devenait champion du monde en 2026. Il y a ça aussi, on sait rien de la Mercedes de 2026, Verstappen non plus, et on sait rien, nous, de la Red Bull de 2026. Verstappen, par contre, lui, il sait des trucs, mais pas vis-à-vis de la concurrence. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, parce qu'on entend plein de choses autour du moteur Mercedes, comme quoi il est déjà prêt, comme quoi il est fiable, et les mecs sont en avance. Et ça veut rien dire, ça se trouve, il est fiable, mais pas assez puissant. Peut-être que le moteur Ferrari lui fout une pilule, mais qu'il explose tous les 3 km. Peut-être que au contraire le sweet spot c'est le moteur Audi. Et peut-être que le moteur Red Bull Ford Bank là, ça va être autre chose que non, il y a Ford qui est impliqué, ce sera de la merde. Ça pour dire qu'il a pas signé, que le feuilleton est en fondu au noir et à moins qu'il y ait une scène post-générique, je serais surpris, réellement surpris qu'on ait une annonce de Verstappen chez Mercedes pour l'année prochaine. Ceci dit, des fois, connaissant ma luck avec ce genre de conneries, il serait pas exclu que le mec ait signé genre ce lundi, oui on est lundi là, et que l'annonce arrive mardi, le jour où cette vidéo est censée sortir, histoire de... S'il signe chez Mercedes, honnêtement, je sais pas, on fera un truc. Proposez dans les commentaires, genre, qu'est-ce que je devrais faire, tu vois, genre, est-ce que j'achète un t-shirt Mercedes? Putain, sachant que les t-shirts Mercedes Adidas, c'est genre 100 et quelques balles, ça ferait chier quand même. Proposez, s'il y a des trucs, voilà. Ce GP a ramené sur la table une énième discussion sur est-ce qu'on doit rouler sous la pluie ou pas. Une discussion dans laquelle il y a deux camps. D'un côté, vous avez les de mon temps, ça roulait sous la pluie, et puis Barcelone 96 et Brésil 2016 et Fuji. Moi, à mon époque, les mecs, ils se cassaient la gueule, ils s'écrasaient autour d'un arbre, ils remettaient leur boyau en place et ils finissaient la course. Et de l'autre côté, on a les non, mais la sécurité, faut penser aux enfants, rendez-vous pas compte. D'ailleurs, de base, faudrait qu'on ait le pit limiteur pendant toute la course, je pense que ce serait bien, oui. Et en vrai, les deux camps, c'est-à-dire que je les parodie allègrement là, ont souvent des arguments valables. Le problème, c'est que les plus vocaux dans les deux camps sont généralement pas les plus raisonnables. Parce qu'on entend systématiquement les mêmes choses sortir de leur bouche, et c'est dommage de voir que les gens qui se penchent réellement sur le bail ont finalement assez peu de reach, quoi. Parce que d'un côté, t'as les on doit courir sous la pluie, parce que qui apportent des arguments qui n'ont aucun sens, genre on le faisait avant, donc pourquoi on le fait plus aujourd'hui? C'est pas parce qu'on s'est trompé une fois qu'on peut continuer à se tromper. C'est une phrase que mon patron disait souvent aux impôts, ça. Ironique que ça vienne d'un gars qui travaille aux impôts comme phrase quand même, hein. Comparer la Formule 1 à l'IndyCar ou au NASCAR parce qu'on roule plus sous la pluie, ça c'est quoi ça? C'est pas du NASCAR sous la... Attention, les autres dites rien. Ça c'est quoi? C'est pas de l'IndyCar sous la...
pour votre gouverne, en fait, il y a que sur les ovales on roule pas sous la pluie, parce que c'est giga dangereux, en fait, de rouler sous la pluie sur un ovale. Plus d'informations, lancez à MS2, foutez de la pluie à Indianapolis, et prenez n'importe quelle bagnole. Coupez toutes les aides aussi. Mieux, faites ça à Fontana. Fontana, c'est mieux encore. Et j'en ai vu plein hein, qui sont un peu trop là, essayer de se donner le beau rôle de oui, mon argument, il va à contre-courant. Moi, je suis pour la sécurité. Moi, je veux qu'on arrête de courir sous la pluie. On arrête de courir tout court, même, c'est mieux. Et il y a quelqu'un, je nommerai pas, parce que c'est pas intéressant de le nommer, c'est pas une chasse aux sorcières, mais c'est quand même quelqu'un qui est rédacteur pour diverses parutions sportives, et c'est quelqu'un qui est auteur, qui a été jusqu'à dire, dans un tweet, donc à prendre avec des pincettes quand même, hein, que les Formule 1 ne sont pas conçus pour rouler sous la pluie. Alors, on va peut-être rentrer dans de la sémantique et de la rhétorique et je vais casser les couilles là, mais je suis à peu près persuadé que quand les ingés se penchent sur la voiture pour la saison prochaine et celle d'après encore, garde en tête que la voiture doit rester conduisible sous la pluie. Je pense que si effectivement c'est le pinacle de l'automobile sur piste sèche, ils font quand même un effort pour pouvoir garder la voiture conduisible sous la pluie. Et moi dans ce débat-là, je me demande mon opinion, et c'est un petit peu ma vidéo, donc même si t'as pas demandé, je te donne mon opinion. Je suis un vrai rebelle. Dans ce débat-là, je suis team on roule sous la pluie, mais j'ai un peu plus de nuances à apporter au propos que on roule sous la pluie parce que c'est bien. Vrai pilote. Pas de traction control ou d'ABS ici, hein. Non. Hein. Au contraire, hein. Tu sais que ici c'est team assist à 100%. Hein. Il y a rouler sous la pluie et rouler sous la pluie. Spa 2021, moi je suis à la FIA, je déclenche pas la course. Hein. Par contre, j'attribue pas les points. Je fais pas 3 tours sous safety car pour une énième farce. Y a pas de course, en fait. Spa 2021 sur les conditions là, tu vois. Pas cette année. Si je suis d'accord avec le fait qu'on ait décalé l'heure de départ pour éviter le plus gros de l'averse, je suis pas d'accord avec le fait de passer quoi 3-4 tours sous safety car pour ensuite faire 9 tours en inter et après on est sur du sec parce que finalement ça fait quoi à part niquer ceux qui ont set-up leur bagnole pour la pluie, c'est tout, ça nique les gens qui ont set-up leur bagnole pour la pluie, ça rend la course vachement moins intéressante parce que du coup il y a plein de bagnoles qui sont hors position qui auraient peut-être déchargé les ailerons pour doubler si ils étaient au courant que ça allait être sec quoi. Ah, alors qu'on aurait pu avoir une banger de course où les pilotes avec des voitures plus chargées auraient pu en début de course exploiter le sol humide et puis après ce serait revenu vers les voitures qui ont des ailerons moins chargés, qui auraient dû faire attention, qui auraient dû survivre au départ. Oh merde, on aurait eu une course comme à Silverstone presque. Oh, le gros problème des Formule 1 actuelles, on a tendance à blâmer beaucoup de choses, mais le plus gros problème des Formule 1 actuelles, au-delà des pneus Pirelli, c'est l'aérodépendance. Et on a tendance à trop focus, je trouve, sur les canaux Venturi cette année, sur l'effet de sol qui fait que non mais c'est normal en fait parce que comme l'effet Venturi ça accélère l'air et du coup ça prend la flotte et du coup ça n'arriverait jamais avec ça. Hop. Ça c'est Spa cette année, ça c'est Spa en 2021, on n'avait pas la même utilisation de l'effet de sol et ça c'est Spa, pas la même ligne droite certes on est d'accord, en 2012 avec une voiture de 2008 pour un événement Ferrari Clienti, si la mamma. Vous voyez comment c'est haut dans chaque putain d'image, alors que pourtant on a 3 générations bien distinctes de voitures, pas toutes aussi complexes les unes que les autres. D'ailleurs j'aurais tendance à dire que la 2021 est sûrement plus complexe que la 2022, parce que la philosophie de la Outwash avait vraiment été perfectionnée, mais on était à un niveau et oui je sais, on n'est pas à la même focale, on n'est pas à la même hauteur, on n'est pas aux mêmes vitesses, c'est de l'observation anecdotique, je suis pas Craig Scarborough, je suis pas quelqu'un d'instruit, prenez ça avec un énorme grain de sel. Mais les voitures sont ultra aérodépendante, ça déplace énormément de flotte et les pneus Pirelli aussi. Le problème des pneus Pirelli c'est qu'ils déplacent beaucoup de flotte et c'est tout ce qu'ils font en fait. Les pneus Bridgestone si vous êtes de mon époque et que vous regardiez Malbranque. Bref, les pneus japonais là, eux ils étaient faits pour déplacer la masse de flotte mais aussi pour accrocher sous la pluie. Là où les pneus Pirelli sont faits pour être utilisés derrière la safety car. Les extrêmes wets sont faits quasiment que pour ça. Et la FIA a prototypé un truc d'ailleurs pour réduire le spray dû aux pneumatiques uniquement parce que c'est 85 litres par seconde donc c'est une baignoire toutes les 2 secondes hein, basiquement. Une baignoire en France c'est 140 160 litres à peu près. Ouais on a des standards ouais je me suis tapé un bouquin de plomberie ouais. C'est faux j'ai demandé à Grok parce que maintenant c'est une waifu du coup je préfère Grok à ChatGPT tu vois. Bon après des fois dit des trucs chelous quand même. Bref, le gros problème dont on parle jamais c'est pas la conduite des voitures sous la pluie, c'est la visibilité sous la pluie, c'est ça le gros problème parce qu'en soi si t'envoies Colapinto
Pinto ou Norris, peu importe la bagnole, peu importe le niveau, sous la pluie et que tu dis roule de manière compétitive, ils arriveront à garder la bagnole sur la piste. Y a pas de problème. Le problème, c'est pour les 19 autres connards qui suivent derrière, qui voient un mur de flotte. Et t'as beau être le meilleur pilote du monde, tu vas pas t'inventer un radar en course. Et c'est justement là que la FIA a un rôle à jouer. Et je parle pas de polisser ou de surpolisser les courses en red flaggant dès qu'il y a une goutte d'eau. Je parle d'un règlement technique moins aérodépendant ou qui utiliserait justement quelques tricks aérodynamiques pour répartir le spray différemment. Je sais pas si c'est possible, d'accord? C'est juste un exercice de pensée, cette portion de la vidéo là. En 2026, le changement de philosophie aéro, déjà, il est beaucoup plus important. On passe d'une philosophie qui dépend beaucoup de l'outwash à une philosophie qui, du coup, elle est plus orientée vers l'inwash. Ce qui devrait, encore une fois en théorie, parce que bon, ils nous ont déjà sorti ça sur le papier il y a quelques années, hein, réduire l'air sale et du coup favoriser le wheel-to-wheel racing, le close contact, allez regarder le BTCC si c'est ça qui vous chante, sans déconner. Vous voulez voir des bagnoles se foutre, allez voir le BTCC. Hein, il y a le... C'est quoi? C'est le Touring Car Brésil maintenant? Où il y a une catégorie SUV, mais en fait c'est juste des trucs à ras-le-sol, c'est incroyable. Allez voir ça. Là il y a du wheel-to-wheel, là on s'amuse. Mais il y a un truc très important avec les sols, les fonds plats de l'année prochaine, c'est que ils sont de nouveau plat, parce que pendant tout 2022 jusqu'à maintenant j'étais en grève, je disais plus fond plat pour les voitures. Regarde ça là, c'est un fond plat ça selon toi? C'est à peine un fond. Mais même si effectivement ça a l'air d'être un pas dans la bonne direction, à mon avis c'est pas ça qui va nous permettre de rerouler tambour ouvert sous la pluie comme si on était fin 70. Non, même pas fin 70, fin 70 c'est l'effet de sol. Début 70. Parce que je pense sincèrement que pour le mieux du sport, on devrait réduire les perfs dramatiquement. Mais sincèrement, réduire les perfs à quelque chose d'assez honorable, hein, comme genre ce que feraient des super Formula, pour promouvoir une meilleure course, pour promouvoir un meilleur spectacle, c'est peut-être beaucoup plus ce que devraient rechercher à faire la FIA et la FOM pour le bien du sport, pour le bien des spectateurs. Parce que nous, on s'en bat les couilles que la voiture, elle prenne 3,70 en ligne droite, en fait. On le voit pas, ça. On le voit pas du tout. Regardez, rendez-moi service, allez regarder les highlights ou même les courses complètes sur la chaîne officielle de l'ELMS. Voyez comment les LMP2 ont pas l'air lentes du tout. Voyez comment la Real TV, qui pourtant est pas parfaite du tout au niveau de l'ELMS, voyez comment la Real TV arrive à les rendre dynamiques alors qu'elles sont lourdes et quand même relativement larges en termes... Enfin, c'est des gros objets quand même les LMP2. Hein. Tout ça alors qu'ils claquent des pôles en 2 minutes 02. 2 minutes 01, un truc comme ça. À Spa. Voilà, juste comme ça, en 97, la pole position, Villeneuve, c'est une 49. Voilà, une P2, c'est toujours 11-12 secondes plus lent qu'une Formule 1 des années 90. Et pourtant, ça a l'air aussi dynamique à l'écran. Si on arrivait vraiment à rendre les voitures moins aérodépendantes, plus agiles, plus petites, tout en gardant l'aspect sécuritaire, et peut-être en sacrifiant cette connerie d'hybride, gardez les V6 si ça vous chante. Hein. Une plus petite cylindrée, des carburants de synthèse. Jetez-moi les batteries, c'est trop lourd. Ça casse ses couilles aussi d'un point de vue sécurité, là. Il faut des coupes-circuits partout, ça fait chier. Ça coûte cher, ça coûte v'là cher. Bref, en jetant tout ça par la fenêtre, on pourrait retrouver plus de spectacles, plus d'équipes qui seraient capables de joindre la grille aussi, parce que, à mon avis, là, vu la quantité de constructeurs réellement qu'on a sur la grille, si demain ils organisent un walkout comme ça aurait pu être le cas à une époque, la F1 serait pas dans la merde, donc ce serait pas mal d'avoir quelques privés de plus. Réfléchissez-y, c'est juste voilà. Food for thought. Et au pire, s'il y a vraiment toujours des gros problèmes de spray, on part dans l'excès. T'as la Can-Am sur la fin du règlement Can-Am en fait, et on fait des roues semi-couvertes. Voilà. Et puis on voit ce qui se passe. Ouais, j'ai complètement viré off script sur la fin. Il fait 400 degrés, j'ai 2 projos dans la gueule, j'ai beaucoup trop soif, je transpire. Quoi qu'il arrive, ce sera très intéressant à suivre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je suis Clippy Daclip, je suis absolument partout, ça s'affiche. Pas dans la rue du coup, parce que je zigzague, je donne pas le DRS. Après, en ce moment, vous me croiserez pas trop dans la rue, il fait v'là chaud, je déteste ma vie. On est affilié SyncMesh, c'est dans la description, on est affilié Razer, c'est dans la description aussi. On est affilié Oli Energy, putain, ça soutient la chaîne, vous avez pas idée. Si vous voulez pas apprendre de Oli Energy, pour des raisons qui vous sont propres, on respecte, vous pouvez soutenir la chaîne avec un super thanks. Si vous avez pas envie de faire ça, vous n'avez pas à le faire, vraiment, il y a pas de... Hein, pas tenu en otage ici quand même. Sinon, vous pouvez liker, partager, le commentaire juste pour le référencement, ça me fait dans tous les cas plaisir. C'était Clippy Daclip, j'ai beaucoup trop chaud. Bisous.